Puisque je vous parle souvent de trous et des bords du trou, je vais vous parler aujourd'hui de la psychanalyse sauvage, c'est-à-dire de ce qui est au bord de la psychanalyse, ce qui se fait en dehors du cadre. Le cadre délimite un trou, finalement, dans lequel on met éventuellement une peinture, mais qu'on peut aussi laisser vide, et qui, de toute façon, qui détermine le vide qu'il y a autour. Donc, psychanalyse sauvage, c'est ce qui serait en dehors du cadre. Petites anecdotes pour commencer. J'étais en train de soutenir ma thèse en 1983, et après mon discours, la présidente du jury, une psychanalyste fort célèbre, s'est lancée dans un discours où elle me disait que j'étais un collectionneur, qu'elle avait rencontré un ami comme ça qui, lui, collectionnait les têtes des animaux qu'il avait chassés et qu'il gardait dans son séjour empaillé, et que moi j'étais un collectionneur de femmes. J'étais complètement ébahi par ce discours parce que je voyais vraiment pas du tout à qui ça pouvait s'adresser, parce qu'elle était en train de me traiter de Don Juan en quelque sorte, ce que je ne suis pas. J'ai eu des aventures avec des femmes, mais je ne suis pas là accro à faire en sorte d'en avoir 2 ou 3 à la fois tout au long de ma vie. J'ai eu des histoires qui ont marché, des qui n'ont pas marché. Bon, c'est tout. Je ne cherchais pas à battre le record de Don Juan avec ses 1000 lettrés en Espagne. Et surtout, je ne voyais pas d'où elle sortait ça. Parce que dans ma thèse, je ne parlais pas de moi, vu que j'ai mis des années avant de comprendre que la meilleure chose à faire pour transmettre la psychanalyse, c'était de parler de soi, et pas de parler des autres, ou de parler de théorie à n'en plus finir. Donc à l'époque, j'en étais à ce qu'est tout étudiant qui rentre dans les écoles, les universités, on lui apprend de la théorie, et on lui apprend qu'il ne faut surtout jamais parler de soi dans un travail universitaire, et même dans un travail dans les écoles de psychanalyse. Alors d'où est-ce qu'elle sortait ça ? Pas compris. Ça, c'est de la psychanalyse sauvage. Elle me balançait une interprétation qui, comme toutes les interprétations, à la limite qu'elle soit sauvage ou pas, sont en général à côté de la plaque. Il m'arrive de hasarder une interprétation de temps en temps en séance avec mes analysants, mais seulement quand je les connais très bien au bout de nombreuses années, et lorsqu'ils viennent de me dire quelque chose qui est pratiquement la même chose, et que je ne fais que reformuler à peine. Voilà ce que j'appellerais une interprétation en ce qui me concerne. Mais là, c'était en dehors de tout contexte psychanalytique. On était à l'université. Alors d'accord, je soutenais une thèse en psychanalyse. Mais le jury n'est pas censé faire l'analyse de l'impétrant docteur. Elle est censée juste apprécier la qualité du travail qui est dans l'écrit que j'ai remis. Et je n'ai absolument parlé aucunement de ma vie personnelle dans cet écrit. Deuxième anecdote. À une époque beaucoup plus tardive, où je faisais des conférences à Paris sur l'autisme notamment, puisque j'avais connu un certain succès à l'époque en parlant de l'autisme, c'était très à la mode, ça l'est toujours, moi moins. La grande psychanalyste, grande spécialiste de l'autisme à Paris et dans le monde, là aussi, me balance des interprétations me concernant, en plein dans ma conférence devant 200 ou 300 personnes. Peut-être même 500, je ne sais plus. Il y avait des amphis pleins. Je ne me rappelle plus là. Je ne me rappelle plus de quoi il s'agissait comme interprétation. Ça ne devait pas non plus être très pertinent, parce que sinon je crois que ça m'aurait marqué. On me dirait, l'intervention de la présidente de jury m'a marqué, tellement elle était à côté de la plaque. Mais les interprétations de cette dame aussi, ça me passait. Alors c'était donné sur un air comme ça, l'air de ne pas y toucher, mais l'air surtout de bien montrer qu'elle avait tout compris. Et
Mais c'est ça, s'il n'y a pas qu'elle. Dans les écoles de psychanalyse, qu'est-ce que c'est souvent que les analystes se balancent des interprétations à la gueule, comme ça, sur un air de ne pas y toucher, mais d'être plus malin que tous les autres. C'est aussi de la psychanalyse sauvage. Et c'est toujours à côté de la plaque, bien évidemment. Parce que c'est pas en essayant de jouer au malin qu'on fait de la psychanalyse. C'est pas en essayant de montrer sa grande capacité interprétative qu'on fait de la psychanalyse. On fait de la psychanalyse en s'écoutant soi-même et en parlant de soi, premièrement. Ensuite, on peut aider les autres à parler. Troisième anecdote. C'était à l'époque où, dans mes rêves, j'avais commencé à comprendre que peut-être bien mes frères m'avaient violé quand j'étais petit. Je n'en avais aucun souvenir conscient, mais mes rêves commençaient à me donner des indices, comme quoi ça peut-être c'était arrivé. J'étais en train de dîner avec une amie psychanalyste dans un restaurant. Je lui raconte cette histoire et mon désarroi. Je lui raconte par le menu, en racontant les rêves, etc. D'ailleurs, c'est dans un livre que j'ai écrit après, qui s'appelle Scène primitive. Et elle me sort sur le même ton de ne pas y toucher et d'avoir tout compris. Mais c'est tout simplement que tu en avais envie. Bon, j'ai failli lui planter ma fourchette dans les yeux, mais j'ai quand même quelques retenues de civilisé, ça ne se fait pas. D'ailleurs, la fourchette est un instrument de civilisé, et on ne fait pas ça. Donc je ne l'ai pas fait, mais je vous garantis que je n'ai plus jamais revu cette dame, dont je pensais à la base qu'elle était une amie. Parce que c'est à peu près la même chose que une fille qui vient de se faire violer, qui arrive au commissariat, qui fait sa déposition, et le flic se moque d'elle en lui disant « Non mais regarde comme t'es fringuée, tu l'as bien cherché franchement ». Là encore, psychanalyse sauvage, et qui plus est, plaquage de théorie. Parce que ça vient tout droit du Freud qui dit « J'ai abandonné ma neurotica ». J'ai abandonné ma neurotica dans son vocabulaire, ça voulait dire « J'ai abandonné mon idée que presque toutes les femmes avaient été violées dans leur enfance, parce que c'est tout ce qu'elle me raconte. Je me suis dit que finalement, c'était pas une réalité, c'était un fantasme. » Et ça, c'est repris par des milliers d'analystes dans le monde, qui, quand on leur raconte une histoire de viol dans l'enfance, maintenant, renvoient du Freud en disant « Mais mon pauvre ami, c'est un fantasme. » Ce que m'avait renvoyé cet ami dont je parle. Et effectivement, j'ai des gens qui sont venus en analyse chez moi après avoir quitté tel autre analyste qui, au récit du viol qu'ils avaient subi dans l'enfance, avaient répondu mais c'est un fantasme, voyons. Analysons le fantasme. Et il y a des gens qui se souvenaient très bien de ce que ça leur est arrivé et ils ne comprenaient pas que l'analyste ne pouvait pas entendre ça. Effectivement, les analystes ne peuvent pas entendre ça parce qu'en général, ils ont la théorie bien plantée dans la tête. Et c'est ce qu'on leur reproche d'ailleurs. Les antipsychanalyses font leur chou gras de ce genre de choses en disant vous rebalancez la théorie de Freud à tout propos. Et effectivement, c'est pas ça la psychanalyse. C'est pas balancer de la théorie. Alors pour ce qui est histoire du viol dans l'enfance, pour moi, je n'ai aucune certitude. Je ne sais pas si ça m'est arrivé ou pas. Je sais que ça insiste. Depuis des années que j'ai trouvé ça, régulièrement, j'ai un rêve qui me le ramène. Mais je n'ai pas d'éléments pour pouvoir dire ça s'est vraiment passé ou ça ne s'est pas vraiment passé. Donc, ça me met en position, par rapport à mes analysants, tout à fait ouverte. Je sais que pour certains, ça s'est peut-être passé dans la réalité, pour d'autres pas. De toute façon, la seule chose que je peux faire, c'est les écouter et pas leur balancer mon opinion ou mon interprétation issue de la théorie ou mon interprétation issue de ma propre expérience. Au contraire, mon expérience me dit prudence. Donc encore une fois, psychanalyse sauvage. Y compris dans les séances de psychanalyse. Parce que c'est de la psychanalyse sauvage, finalement, que de rebalancer de la théorie. Alors,
Alors, à propos du mot que j'ai dit tout à l'heure, vous l'avez bien cherché. C'est aussi le grand truc de la psychanalyse, de responsabiliser le sujet, comme ils disent. C'est-à-dire, vous êtes responsable de votre symptôme. J'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, mais ça rejoint. C'est-à-dire, si vous arrive des malheurs, c'est de votre faute, finalement. Alors, on nous dit qu'il faut être neutre, qu'il faut se dégager de tout jugement, mais ce jugement-là, il tombe régulièrement pourtant. Vous êtes responsable. Alors, c'est peut-être jamais dit, mais certains le disent, mais c'est peut-être rarement dit d'une façon aussi abrupte, mais c'est dit de multiples façons. C'est à vous d'assumer les conséquences de votre vie. Ouais, mais comme j'avais répondu une fois à mon analyste qui m'insinuait des choses comme ça, je lui répondais oui, mais mes parents étaient là avant moi. Et comme tous les parents, ils manipulent l'enfant comme une marionnette quand il est petit. Ne serait-ce que pour le laver, le changer, lui donner des paroles, lui apprendre à parler, et lui dire fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Ils étaient là avant, et ils ont instillé dans l'enfant leurs propres fantasmes, leurs propres difficultés, leur propre complexe d'Oedipe, leur propre complexe de castration. Ils étaient là avant. Alors que j'en ai fait quelque chose, moi, oui, bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire que responsabiliser le sujet chez le culpabilisé alors qu'il se sent déjà suffisamment coupable? Je remarquais récemment, dans une discussion avec une autre amie, que quand j'étais jeune, j'étais peut-être excessivement généreux. Je me rappelle avoir eu un jour un petit reliquat sur mon salaire qui servait à peine à payer le loyer et à me faire à manger. Et le dernier disque des Beatles venait de sortir, et avec l'argent en poche, je me dirigeais tout joyeux vers les Nouvelles Galeries à Besançon pour m'acheter le dernier disque des Beatles. Et manque de peau, devant la porte des Nouvelles Galeries, il y avait l'Armée du Salut qui jouait avec le chaudron de Noël, vous savez, pour les pauvres. Et je me suis dit, c'est vrai, moi j'ai un plus, il y a des gens qui n'ont rien, j'ai mis l'argent dans le chaudron, et je suis reparti sans mon disque des Beatles. Mieux, à l'époque, je donnais régulièrement, c'était un abonnement que j'avais pris, je donnais régulièrement un petit morceau de mon salaire à l'Institut bouddhique de Saïgon, parce que c'était l'époque de la guerre du Vietnam, et cet institut recueillait les orphelins, les mutilés de guerre, etc., et faisait ce qu'il pouvait pour adoucir un peu les souffrances des gens dans cette période de guerre. J'ai donné pendant je ne sais combien d'années comme ça. Mais j'ai compris des années après que c'était parce que je me sentais coupable. Donc j'essayais de me racheter. J'essayais de paraître immensément bon et charitable à mes propres yeux. Pourquoi ? Parce que j'avais eu le désir de coucher avec ma mère et le désir de tuer mon père. Je ne le savais pas à l'époque. Mais ça, c'était la partie émergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, c'était, je paye pour me racheter. Et au fond, si j'ai fait 21 ans d'analyse en payant le prix fort, parce que je suis toujours tombé sur des analystes qui disaient « c'est tant et c'est pas négociable », même tarif pour tout le monde, c'est-à-dire un tarif exorbitant, j'ai accepté de le payer pendant 21 ans, ce tarif, mais pour me racheter aussi. Pour montrer que j'étais un petit analysant bien conforme, qui payait toutes les séances auxquelles il n'était pas venu, quand ça m'arrivait, et qui se conformait aux injonctions de l'analyste, même quand l'analyste lui disait « vous êtes responsable ». Je l'étais déjà bien trop. Et ça aussi, c'est une idéologie de la psychanalyse qui finit par faire psychanalyse sauvage. Toujours à propos de ce « tu l'as bien cherché », là, cette fois, c'est tout récemment, sur un réseau social, une personne que je pensais amie Facebook, bien entendu, mais amie plus intime quand même que les habituels amis Facebook, vu qu'on s'est échangé plein de MP via Messenger. Je lui racontais comment j'avais été viré de partout
des hôpitaux, des écoles, etc. Et qui me répond que, comme d'habitude, ah mais ça tu l'avais bien cherché. Comme on n'était pas en direct au restaurant et que j'avais pas de fourchette sous la main, je lui ai juste renvoyé ma colère, parce que peut-être qu'on aurait pu dire de quelqu'un qui fait de la provoque, qu'il est systématiquement contre les autorités, contre les institutions, hein, et que donc c'est un symptôme. Et on s'est bien arrangé. Les chefs de service qui, par exemple, téléphonaient à mon précédent chef de service pour savoir comment je m'étais comporté, hein, comme des parents qui téléphonent, donc comme des professeurs qui téléphonent aux parents pour savoir comment se comporte l'enfant, ou inversement, les parents qui se téléphonent aux professeurs. Voilà, pour parler de l'enfant dans son dos, et à chaque fois on confirmait que j'étais un élément asocial. Mais quand je travaillais dans les hôpitaux, je n'avais aucunement le sentiment de me révolter contre l'autorité, de ne pas faire ce qui m'était demandé. Au contraire, il me semblait faire ce qui m'était demandé, et à fond, c'est-à-dire m'occuper de sa souffrance de ces gens. Et pour m'occuper de la souffrance de ces gens, il me semblait utile, naturel, enfin ça me venait comme ça, de faire des trucs qui parfois ne se faisaient pas, mais dont je n'étais même pas au courant que ça ne se faisait pas. C'était pas dans le fameux cadre dont je parlais tout à l'heure, c'était hors du cadre. Par exemple, l'analyse, ça se fait dans le bureau, avec les enfants, y compris avec les enfants dits autistes, qui ne peuvent pas tenir en place, qui remuent dans tous les sens, et qui au bout de 5 minutes sortent du bureau, comme une bombe. Moi, c'était pas du tout par provocation, défi de l'autorité, etc., que tout simplement je suivais l'enfant. Ne serait-ce que parce qu'il était sous mon responsabilité, et j'allais pas le laisser dévaler les escaliers, sortir dans la rue et se faire écraser. Simplement, je le suivais, parce que j'avais aussi une éthique de... la psychanalyse, ça ne se fait pas contre la volonté de quelqu'un. On n'enferme pas quelqu'un dans un bureau en lui disant « tu es requis à faire ton analyse », surtout pas un enfant. Quand il sort, il sort. Donc je les suivais, et c'est comme ça que j'ai appris à les connaître. J'ai appris quels étaient leurs intérêts, où est-ce qu'ils allaient. Dans la cuisine, pour trouver à bouffer, dans les chiottes, pour patauger dans l'eau des chiottes, pour savoir quoi, j'en sais rien. Et puis, parce qu'ils ne parlaient pas. Mais au moins, je comprenais quelque chose de ce qui les intéressait. Les entrées, les sorties, manger, faire pipi et caca. Le miroir, plein de choses comme ça. Le miroir, parce que le miroir, c'est ce qui se reflète entre deux trous. Le trou de la bouche et le trou de l'anus. Et le trou du sexe aussi. Puisque même s'il est rempli avec un phallus, le fait même qu'il puisse ne pas y être rempli suppose un possible trou, une castration. Donc quand on ne sait pas ça, c'est-à-dire quand on ne me laisse même pas le temps de m'expliquer, c'est très facile de me balancer. Ouais, mais tu l'as bien cherché. Surtout que personne ne m'avait dit, il est interdit de faire sortir les enfants du bureau. Quand la personne en place de médecin-chef l'a appris, elle ne m'a pas dit, mais pourquoi tu laisses les enfants sortir de ton bureau? Elle m'a dit, tu es viré. Point barre. C'est tout. Pas de discussion, c'est comme ça et pas autrement. Et petit morceau de psychanalyse sauvage au passage, c'est t'as un type qui supporte pas le cadre, t'es hors cadre, t'es hors la loi, avec toutes les idées sous-jacentes de diagnostic de psychose qui traînent. Et d'ailleurs, ce diagnostic de psychose, on me l'a eu balancé quelquefois, y compris dans des groupes d'analyse de la pratique, où on m'a pas dit t'es un psychotique, mais enfin, le jour où j'expliquais que mon père avait trompé ma mère et lui avait fait 2 enfants dans le dos, avec une autre femme, on m'a balancé que ce père était un salopard, et que du coup, j'avais le nom du père pas très bien accroché. Le nom du père, chez les lacaniens, c'est le signe, parce que ce n'est plus un signifiant, c'est devenu un signe psychiatrique, le signe psychiatrique de la psychose. Quand on l'a pas, quand il est fort clos. Alors, quand un père se conduit mal, c'était un petit peu la déduction, ça signifie psychose. Un nom du père fort clos, pas bien accroché. Bon, voilà des choses qui ne sont pas du tout psychanalytiques, mais qui prétendent l'être,
dans des lieux qui se prétendent être des réunions de psychanalyse. Donc psychanalyse sauvage, encore une fois. D'autant plus sauvage que ce genre de sauvagerie m'a quand même fait pas mal souffrir. J'imagine donc que ça fait souffrir aussi pas mal d'autres gens, parce que je ne suis pas le seul à souffrir de ce genre de truc. Et je pense que ça a grandement contribué au discrédit dont la psychanalyse souffre aujourd'hui en France et dans le monde. Alors, parmi les composantes qui fabriquent le cadre, le fameux cadre, il y a le fameux paiement des séances où on n'est pas venu. J'ai mis des années à me rendre compte que j'étais très mal à l'aise quand je faisais payer comme ça des séances où les personnes ne sont pas venues. J'avais l'impression d'arnaquer les gens jusqu'au jour où je me suis dit mais c'est mon sentiment qui a raison. C'est pas le dogme qui dit qu'il faut faire payer les séances auxquelles les personnes ne sont pas venues. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi-même et les gens se sentent aussi beaucoup plus à l'aise de rater une séance quand ça leur chante parce que, encore une fois, on ne fait pas l'analyse sous contrainte. Les gens ont assez payé pour leur sentiment de culpabilité. Ça suffit comme ça de leur rajouter ensuite, en plus, la culpabilité de « vous n'êtes pas venu à votre séance ». Non, on vient en analyse parce qu'on en a envie, parce qu'on en a le désir. Et si on n'a pas ce désir, s'il faut être contraint parce que ça risque de nous coûter, c'est plus la même chose, et c'est d'autant moins la même chose que du coup l'analyste passe pour un père sévère qui rappelle la loi, qui rappelle les dettes, qui rappelle qu'il faut payer. Et ça, c'est du surmoi. Et le surmoi, c'est certainement pas ce qui permet au ça de s'exprimer. Au contraire, le surmoi, c'est ce qui censure le ça. Or, la psychanalyse est censée être là pour faire surgir le ça. Et éventuellement le surmoi, dont une grande partie est inconsciente aussi. Mais quand l'analyste se met en place de surmoi, c'est râpé. C'est plus possible. Jusqu'à pas tellement longtemps, je disais aussi en titre de métonymie, quand j'ai quelqu'un sur le divan, ou j'ai telle personne sur mon divan, c'est la métonymie pour dire j'ai quelqu'un en analyse. Pourtant, grâce aux Chinois, les Chinois, ils m'ont expliqué, quand j'allais en Chine pour des colloques, que là-bas, il y a très peu de psychanalystes. En tout cas, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à aller en Chine, il y avait très peu de psychanalystes. Et il y avait des gens qui étaient dans des villes qui étaient à 5000 km, qui voulaient faire une analyse. Il n'y avait pas d'analyste chez eux. Donc, ils faisaient une analyse par téléphone ou par Skype, déjà il y a 20 ans. Je ne sais pas si c'était Skype, mais enfin, c'était le Skype des Chinois là-bas. Et ça m'épatait, ça épatait beaucoup de mes collègues, mais qui n'osaient rien dire parce que c'est des Chinois. Et qui finalement, eux aussi, et moi aussi, nous avons pris des Chinois en analyse, parce que ils voulaient faire, certains Chinois voulaient faire une analyse avec moi. Ils étaient en Chine, moi j'étais en France. Bon, on faisait une analyse par Skype. Donc le divan était devenu caduc. Encore que les premiers Chinois que j'ai reçus par Skype, je leur demandais de se retourner de l'autre côté de la caméra et de s'allonger sur quelque chose, sur leur propre divan, de façon à reproduire les mêmes circonstances du cadre. Et puis je me suis aperçu moi-même, je l'ai déjà raconté ailleurs, je m'excuse si je radote un peu, mais là je le dis dans un autre contexte. Je me suis aperçu moi-même que moi dans mon fauteuil, l'analysant sur le divan, surtout si c'est un analysant qui parle beaucoup, qui parle bien, j'ai tendance à me rentrer dans ma bulle et à penser à autre chose, et à m'endormir. Tandis que l'autre, il continue dans sa bulle. Mais étant aperçu une fois, deux fois, avec un analysant, avec deux, avec trois, pas avec tous, à chaque fois, j'ai eu le réflexe de sortir l'analysant du divan et de le remettre sur le fauteuil. En lui expliquant pourquoi, que je m'étais endormi et que c'était pas très bon pour l'analyse, ça. Malgré les discussions que j'avais avec mes collègues, qui disaient s'endormir aussi, mais qui disaient c'est pas grave, l'inconscient continue d'écouter.
Je l'ai cru pendant une époque, et puis maintenant, j'y crois plus du tout. Je crois juste que c'est de l'hypnose, quoi. Il y a une espèce de petite voix, de petite musique comme ça, qui vous berce, hein, comme la voix de maman quand elle chantait une chanson ou qu'elle racontait une histoire, et puis on s'endort comme un enfant. Et on n'est plus là pour la psychanalyse. Donc en remettant la personne en face et assise, on redonne du dynamisme à l'analyse. Je repose des questions, je rends le dialogue plus vivant. Je sors du dogme de l'analyste qui ne dit rien et qui fait que écouter et s'endormir. Je rebondis dans le travail d'un analyste qui s'intéresse à la personne, qui s'intéresse aux significations qu'aimait cette personne, qui l'aide à trouver ses significations par un dialogue, par des questions. Donc le divan, pour moi, devenait déjà de plus en plus caduc. C'est-à-dire que le divan, finalement, et je le voyais bien dans ma façon d'en parler, c'est d'ailleurs une analysante qui me l'a fait remarquer, je l'en remercie, hein, que je disais le divan pour dire la psychanalyse. C'est donc un élément du cadre qui finalement n'est pas si indispensable que ça au cadre. Au contraire, qui est peut-être bien nuisible dans certains cas, peut-être utile dans certains cas, mais peut-être bien nuisible dans d'autres cas, au cadre, parce que c'est la relation entre l'analyste et l'analysant qui fait l'analyse. C'est le sentiment, ce qui s'appelle techniquement le transfert, mais c'est rien d'autre que de l'amour, hein, voire du désir sexuel, si on l'analyse bien. Donc le divan, pas vraiment utile. Et donc ce que bien des collègues appelaient de la psychanalyse sauvage, c'est-à-dire la psychanalyse par Skype, du coup devient tout à fait possible, pour toutes ces raisons que j'ai énoncées. Un, les Chinois qui ont commencé, pour des raisons d'éloignement, et ensuite moi, pour des raisons d'éloignement hypnotique, c'est-à-dire le sommeil. C'est pour ça qu'il faut toujours réinventer la psychanalyse. Elle n'est pas figée dans un mobilier, le divan, le fauteuil, le présentiel, puisque ce mot a été inventé depuis qu'on a la Covid-19, et que la Covid-19 m'a amené à voir tout le monde par Skype pendant les confinements. Et je me suis aperçu que finalement ça marchait tout aussi bien. Surtout après 2 confinements. Hein. Premier confinement, on aurait pu dire, bon ok, c'est 2 mois, c'est une parenthèse, on s'est débrouillé. Mais après le premier confinement, j'ai des tas d'analysants qui sont tout simplement parvenus. On continuait par Skype. Au fond, c'est pratique. Ça évite aux gens 1 heure de trajet, quelquefois 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Et ça marche tout aussi bien. Ça marche tout aussi bien, d'autant que c'est un truc qui contribue à me garder éveillé. Je vois la personne, je discute avec elle, comme si elle était dans le fauteuil en face. Que ce soit sur un écran, ne change rien du tout. Donc je sens que je vais continuer les psychanalyses par Skype. Ce n'est pas de la psychanalyse sauvage, là c'est exactement le contraire. C'est là où je retrouve l'essence de la psychanalyse. Mais aussi bien en présentiel dans un fauteuil. Hein. Mais c'est là où le divan devient un élément. C'est comme les 3 quarts d'heure de chez l'IPA, ou la séance courte de chez les Lacaniens. C'est des gadgets auxquels on se raccroche, qui finissent par devenir l'analyse, ou les séances qu'il faut payer quand on n'est pas venu. C'est des techniques, ça. Des techniques qui deviennent l'analyse à la place de l'analyse. Donc les techniques deviennent la sauvagerie de l'analyse au lieu d'être le cadre. Le cadre, c'est la parole, c'est le sentiment, c'est ce qui se passe entre 2 personnes. Et c'est souple. Ça peut être rediscuté. On peut changer les heures des séances, par exemple, le rythme des séances, le prix des séances. Pas de rigidité, pas de technique a priori, pas de dogme. On analyse. Alors dans ces groupes d'analyse de la pratique, ou les groupes même parler de soi que j'ai inaugurés, il m'est souvent arrivé aussi de m'entendre balancer des interprétations en termes de jeux de mots la plupart du temps, puisque la plupart du temps à ces endroits-là venaient des Lacaniens, et les Lacaniens ont l'habitude d'interpréter en forme de jeu de mots. Et c'était à chaque fois aussi à côté de la plaque,
Parce que c'est aussi un plaquage de la théorie. La théorie de Lacan dit que l'inconscient, il est dans les mots, dans tous les mots qu'on dit. Et d'avoir analysé mes rêves pendant 40 ans, des milliers de rêves donc, je me suis rendu compte que l'inconscient, non, il n'est pas dans les mots, il est dans les rêves. Un lapsus, c'est aussi une émergence de l'inconscient, mais le plus souvent un inconscient actuel, qui fait référence à un incident qui a eu lieu la veille, où il y a 1 heure, où il y a un instant. Et souvent, beaucoup de lapsus ne font même pas référence à l'inconscient. C'est juste parce que j'essaie de parler un peu trop vite, j'intervertis des syllabes ou des sons. Et ce n'est pas forcément signifiant, ce n'est pas forcément porteur de signification. Parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas. Il ne s'agit pas de remplacer un dogme par un autre. Hein. Mais le dogme il y a deux lignes, c'est le graphe de Lacan, 2 lignes. La ligne du discours conscient et au-dessus la ligne du discours inconscient, ou en dessous, c'est comme on voudra. Non, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, le discours conscient fait tout pour censurer le discours inconscient, qui n'apparaît pas, donc, dans le discours conscient. C'est dans les rêves qu'il faut aller le chercher. Les jeux de mots se basent sur cette théorie que c'est dans le discours que ça se tient. Donc la psychanalyse sauvage consiste à entendre tout ce qu'on peut entendre autrement dans ce que vous dites. L'exemple princeps que je donne, c'est « j'ai tout fait pour aider ma mère ». J'ai tout fait. Donc c'est aussi de la psychanalyse sauvage, y compris en séance. Alors là, il ne m'échappe pas que quelque part, je reproche aux gens de me faire la morale, et je suis en train de faire la morale, puisque je reproche aux gens de faire la morale. La morale du cadre. Hein, tu ne respectes pas le cadre. Tu l'as bien cherché parce que tu t'es mis hors la loi, etc. Donc j'y échappe pas. Simplement, j'essaie de m'en rendre compte et de l'analyser. Bon, heureusement, ce petit décalage que j'ai par rapport au dogme m'a permis justement de faire énormément progresser l'analyse telle que je la pratique, et la transmission de la psychanalyse telle que je la pratique. Ça me rappelle cet analyste que j'ai pu prendre aussi pour un ami pendant quelque temps, parce qu'il me semblait pas très dogmatique justement, il me semblait un peu plus souple. Ce gars-là, qui a participé à mes groupes Parler de soi pendant 1 an ou 2, nous a raconté comment il avait couché avec telle ou telle analysante, et que ces analysantes continuaient d'être en analyse avec lui. Pas de souci. Hein, comme Lacan avec Catherine Millot, et peut-être bien quelques autres. Ça lui posait pas trop de soucis. Bon, je me suis bien gardé de lui faire la morale. Par contre, il m'a fait la morale en me disant « Mais tu acceptes des analysants comme amis Facebook, mais ça ne se fait pas, tu ne devrais pas. » Vous voyez, le 2 poids 2 mesures quand il s'agit de morale. La morale, c'est essentiellement celle qu'on fait aux autres. Donc je m'en voudrais, moi aussi, de faire la morale aux autres. Et je le fais malheureusement quelquefois. Je ne peux pas m'en empêcher, étant un être humain. Mais j'essaie surtout d'analyser ce qui se passe pour moi, et puis ce qui se passe par exemple pour Lacan, parce que c'est quand même de notoriété publique, ses coucheries avec les analysantes et son exploitation de certains autres analysantes. Je pense à Elisabeth Geblescu, à qui il faisait payer des tarifs exorbitants, tout en lui faisant tenir ses comptes. Elle était la comptable de Lacan, gratuitement. Et il l'avait en contrôle, non pas en analyse, mais en analyse de contrôle. Alors ça, pour les lacaniens, c'est pas grave. Et ils sont les premiers à vous rappeler le cadre, qui est super important. Bon, ça c'est de la sauvagerie dans la psychanalyse, c'est-à-dire que plus on rappelle le cadre, plus on est rigoureux sur un certain cadre, plus ça appelle la transgression. Et c'est logique. Plus un régime est tyrannique, plus il suscite les protestations de la population, jusqu'à être renversé. C'est logique. Hein. Plus un père est tyrannique, plus ses enfants vont se révolter et éventuellement devenir délinquants. Mon père ne l'était pas. C'est pourquoi je ne me crois pas si hors la loi que ça. Il n'était pas tyrannique du tout. Il écoutait rien, ça c'est vrai, mais m'a jamais frappé, m'a jamais puni, au contraire.
il m'aidait dans mes devoirs de maths et de physique. Mais c'est tout ce qu'il pouvait faire pour moi, le pauvre, parce qu'à part ça, il m'écoutait sur ce qui m'intéressait ou ce que je vivais. Il était sourd à tout ça. Bon, donc je peux lui rendre hommage dans le fait qu'il m'a aidé. Et donc dans le fait que finalement j'ai un nom du père tout à fait en place, malgré, ou peut-être grâce à ses failles, parce que personne n'est parfait. Même pas moi, vous vous rendez compte ? Alors, j'en viens maintenant à une autre forme de psychanalyse sauvage. Vous savez qu'on dit dans l'analyse ce qui se passe, ce pourquoi marche l'analyse, le levier de la psychanalyse, c'est le transfert. Donc c'est juste un mot technique pour ne pas dire c'est l'amour. Ou le désir sexuel. Enfin, et le désir sexuel, parce que ça va toujours avec. Qu'on en ait conscience ou pas. D'habitude, on dit ça c'est côté de l'analyse. Mais côté de l'analyse, c'est pareil. J'ai suffisamment eu de rêves qui m'ont amené à me rendre compte de ça. Mais alors, que se passe-t-il quand on est amoureux dans la vie quotidienne ? Est-ce que c'est de la psychanalyse ? Évidemment non. Cependant, j'ai eu une grande histoire d'amour avec une femme, et à ceci une quarantaine d'années, très belle, dont j'étais fou amoureux, parce que en plus on avait des échanges formidables. Elle écoutait, elle était capable de ça, et je l'écoutais, parce que j'ai toujours été capable de ça. Excusez-moi pour mes chevilles qui enflent. Et elle le reconnaissait elle-même. Elle m'avait dit que j'étais la première personne qu'elle rencontrait qui l'écoutait. Et elle me racontait ses histoires d'amour, ses histoires avec son mari, avec ses parents, avec ses enfants. Je l'écoutais. Et quand je l'ai connue, elle souffrait d'un mal au dos chronique extrêmement violent. Un mal au dos qui faisait que, de temps en temps, elle n'arrivait pas à se lever le matin, et elle était obligée de rester au lit 1 semaine, 15 jours, 3 semaines parfois, où elle ne pouvait pas aller au boulot, elle ne pouvait pas se lever tellement elle avait mal. Au point que les médecins consultés avaient programmé une chirurgie. C'était prévu, il y avait une date. Mais comme, entre-temps, elle m'a rencontré, elle s'est mise à parler, elle est tombée amoureuse, et elle s'est mise à parler, et elle n'a plus eu mal au dos. Et elle a déprogrammé la chirurgie. Et elle ne s'est jamais fait opérer, finalement. Mal au dos, disparu. Bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé depuis. Peut-être que c'est revenu, parce qu'elle n'a pas trouvé de gens qui l'écoutaient aussi bien que moi. J'en sais rien. Je l'ai perdu de vue. Mais en tout cas, dans la période où je l'ai connu, il en a été ainsi. Donc il y a eu là quelque chose d'une psychanalyse sauvage. Sans que j'ai voulu mettre en place une psychanalyse. C'était juste une histoire d'amour. Où l'amour a joué sur le mal au dos, parce que quand on est amoureux, on se sent mieux, on a moins de raisons de tomber malade, ça compte. Et ça s'est accompagné d'une parole. Parce que tomber amoureux, quand l'autre ne vous écoute pas, on reste amoureux d'une image, mais il n'y a pas de parole. Et là, ça marche moins bien. Même si, parce qu'on est amoureux, on se sent mieux en général, ça dure en général pas très longtemps s'il n'y a pas de parole, si on ne peut pas échanger. Donc il y avait eu là une psychanalyse sauvage avec des effets psychanalytiques de guérison. Du coup, ça pose la question, où s'arrête, où commence la psychanalyse ? Où est le cadre, la limite ? Et c'est pourquoi je comprends qu'il y ait des gens qui s'accrochent au cadre de peur de tomber dans la psychanalyse sauvage tout le temps, ou de tomber dans l'amour au moment de la psychanalyse, un amour dont ils ne pourraient pas contrôler les effets. Par exemple, en transgressant le cadre et en couchant avec l'analysant ou l'analyste. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus le cadre est rigide, moins on l'analyse, et chez les lacaniens, il est hors de question d'analyser le contre-transfert. Donc on n'analyse pas ce qui se passe du côté du désir de l'analyste, qui pourtant est là, qui pourtant fait avancer la psychanalyse, quoi qu'en veuillent
les lacaniens, parce que c'est pas la neutralité, à mon avis, qui fait le mieux avancer la psychanalyse. C'est au contraire l'amour. C'est-à-dire quand l'analysant ressent que l'analyste s'intéresse, parce que souvent on est mal et on présente des symptômes parce que justement on n'a pas été écouté et on n'a pas été aimé. Donc on va payer pour se faire écouter, pour se faire aimer. Et donc c'est ça que fait l'analyste. Et c'est ça que fait l'amoureux aussi, sauf qu'il ne fait pas payer. Il paye en nature. Alors ça c'est intéressant parce que la femme dont je parlais tout à l'heure, la très belle qui avait mal au dos, j'ai su ensuite par des amis communs qu'elle disait qu'elle avait fait une analyse avec moi et qu'elle en voulait pour preuve la disparition de son symptôme. Et quand les gens lui rétorquaient « Mais attends, une analyse, ça se paye, sinon c'est pas une analyse », elle répondait « Oui, mais j'ai payé en nature ». C'est-à-dire qu'on couchait ensemble. Alors, qu'est-ce qui se paye quand un analyste transgresse et couche avec son analysante qui pourtant la paie? Le paie, pardon. Je leur laisse le soin de l'analyser. Moi, je préfère en rester à une souplesse sur pratiquement tous les plans, en gardant un interdit, on ne passe pas à l'acte, c'est-à-dire on ne couche pas. Mais le reste, comme rencontrer les analysants en dehors, dans des réunions de psychanalyse, par exemple, ou dans une réunion, même chez des amis, après tout, sachant que moi, je ne parle pas des autres, je parle toujours de moi, le secret, là aussi, il est totalement maintenu. Donc, en quoi est-ce que ça gêne finalement, hein? Vous savez que j'ai entendu cette anecdote d'un analyste dans les années 60 qui, apercevant dans une grande réunion, dans un salon parisien, apercevant un de ses analysants, ou analysante, je ne sais plus, s'est caché dans un placard toute la soirée pour éviter de le rencontrer. Je ne sais pas si c'est une anecdote qui est vraie, mais en tout cas le fait qu'elle circule est vrai. Et il en dit long sur l'agoraphobie des psychanalystes, la phobie de la transgression du cadre, qui encore une fois n'empêche pas les transgressions autres, comme coucher avec. J'ai eu une autre aventure qui a duré à la fois plus longtemps mais moins longtemps parce que c'était une aventure en pointillé avec une autre femme très belle, un vrai canon. Je l'ai connue quand elle avait 24 ans, moi j'en avais 30. Et on a eu une histoire d'amour au début. Et puis je l'ai quittée parce que je me rendais compte que j'étais pas amoureux. J'étais pas amoureux, pourquoi ? Malgré sa beauté exceptionnelle. J'étais pas amoureux, pourquoi ? Parce qu'elle faisait que me causer. Et elle se préoccupait pas de ce que je pouvais dire. Elle me mettait quelque part, sans le savoir, hein, dans une place d'analyste. Elle avait besoin de parler, elle parlait, comme l'autre. Et ça lui faisait certainement du bien, sauf qu'elle n'avait pas un symptôme aussi invalidant que ce mal au dos. Hein. Donc je l'ai quittée juste parce que j'avais pas ma place. Je ne pouvais pas en placer une. C'est comme ça que ça se dit. Néanmoins, chaque fois dans sa vie qu'elle avait un problème, en général avec un bonhomme qu'elle était sur le point de quitter parce que ça n'allait pas, elle venait me trouver pour me parler, pour me raconter ses misères avec le bonhomme en question. Et j'écoutais. J'écoutais, je me laissais faire parce que sa beauté. C'est bête, là. C'est bête, mais c'est comme ça. Là, on couchait plus ensemble, donc c'était juste le plaisir des yeux. C'est arrivé comme ça, donc en pointillé un tas de fois, donc chaque fois qu'elle avait des soucis avec un bonhomme, elle venait trouver un analyste gratuit, en quelque sorte. Bon, jusqu'à un dernier soir, où elle a eu envie de rester, passer la nuit. Elle est restée, mais presque sur son insistance. Moi, j'avais toujours pas vraiment envie de coucher avec parce que
je n'avais pas ma place. Donc je ne vois pas ce que j'aurais trouvé comme place dans un lit si je n'avais pas une place dans la parole. J'avais encore été considéré comme un analyste gratuit pour la soirée. Alors bon, j'ai quand même couché avec, mais je me suis dit, cette fois-ci, c'est la dernière fois. J'ai plus voulu la revoir. Parce que, non, je peux pas ne pas exister pour une personne. Je peux pas être seulement l'oreille de quelqu'un. Même si, en l'occurrence, je suis requis aussi de faire le phallus. Vous savez que les mecs sont comme ça, ils ont toujours besoin de se prouver que leur phallus est présent. Et c'est ce qui fait que ça me faisait déraper avec elle, au nom de sa grande beauté. Mais c'était une psychanalyse sauvage aussi. Donc ça pose la question, peut-on prendre ses amis en analyse ? Peut-on prendre ses membres de la famille en analyse ? Freud l'avait fait, il a psychanalysé sa fille Anna. Et ensuite, on a dit, et je l'ai répété pendant des années, il est hors de question de psychanalyser les membres de sa famille. Je continue à le dire. Quoique, qu'est-ce qu'on fait avec sa famille ? Avec mes parents, je parlais pas, il n'y avait pas moyen, ils ne m'écoutaient pas. Ma fille, je l'ai écoutée. Alors, je l'ai écoutée à minima. Elle ne me raconte pas ses histoires sexuelles, mais de sa vie avec ses enfants. Et on a d'excellents échanges. Et elle écoute aussi. Donc, je peux, moi aussi, m'épancher sur ce qui m'arrive, sans lui parler de mes relations sexuelles, éventuellement de mes relations amoureuses. De façon à ce qu'il y ait un échange, quoi. Qu'on parle d'autre chose que de la pluie et du beau temps, ce qui est franchement assez chiant. Moi, les gens avec lesquels je n'ai réussi qu'à parler de la pluie et du beau temps, ou des ragots qui circulent dans les écoles de psychanalyse, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse aux gens qui parlent d'eux et qui me permettent cette réciprocité de parler de moi. Le paiement, il est là, dans la réciprocité. Et là, on retrouve l'analyse mutuelle de Ferenczi. Beaucoup de gens m'ont dit que j'étais férinxien. Moi, j'en sais rien puisque j'ai pas lu Ferenczi. Si je l'ai lu à l'époque de mes chères études, j'en ai lu quelques bouquins et je n'en ai gardé aucun souvenir. Sans doute, j'y avais rien compris. Mais j'en suis venu à me poser ces questions telles que je vous les pose aujourd'hui. Et quand je les pose comme ça, les gens me disent « Ah oui, tu es férinxien ». Ben non. C'est l'expérience qui m'amène à... Je suis ni férinxien, ni freudien, ni lacanien. J'essaie simplement d'être moi-même, ce qui est déjà pas si facile. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une amitié ou dans un amour quand il y a des échanges comme ça possibles qui sont de l'ordre de la psychanalyse puisqu'on y parle de l'intime. Psychanalyse sauvage. Faut-il être contre ? Avec des amis, je dis non, au contraire, c'est ça qui rend une amitié, voire un amour, intéressant et tenable dans le temps. Parce qu'on s'intéresse l'un à l'autre, y compris au plus intime. Avec la famille, c'est plus difficile. Et pourtant. Quand je travaillais avec des enfants, je faisais comme Dolto avait dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire on ne travaille pas avec un enfant si on n'a pas obtenu l'accord de l'enfant, l'accord de la mère, l'accord du père. Alors je m'arrangeais toujours pour demander, en général c'est les mères qui accompagnent l'enfant, et pour demander à la mère et à l'enfant, ok, on va peut-être commencer un travail, mais il faut pour ça que le père soit d'accord. Dites-lui de venir la prochaine fois pour qu'on en parle un peu et qu'il me signifie son accord. Alors les mères me disaient oui, et dans 90% des cas, les pères ne venaient pas. Donc si je m'en étais tenu le dogme de Dolto, j'aurais pratiquement rien fait. Puisque je travaillais en CMPP, j'aurais été payé à ne rien faire. Alors je faisais quand même. Alors quelquefois, au bout de quelques temps, la mère me disait « Si, le père a donné son accord ». Bon, ça pouvait aller. Mais quelquefois, la réponse ne venait pas. Je continuais quand même le travail avec l'enfant.
je pensais qu'il était nécessaire de travailler aussi avec les parents. Avec la mère, la plupart du temps, puisque c'est elle qui est là, et avec le père. Dans un CMPP où j'ai travaillé quelques années, on me disait surtout pas prendre les parents en analyse. Il faut les envoyer en ville. Parce que, dogme, 2 points, il est interdit de recevoir les parents quand on reçoit l'enfant. Alors je disais, mais quand vous les envoyez en ville voir un analyste, ils y vont? Ben non, la plupart du temps, ils y vont pas. Mais si, il y a 2 ans, il y en a un qui y est allé, quand même. Alors il ne faut pas leur couper cette possibilité en les écoutant au CMPP. Ouais, ben mon œil, quand c'est quand même la santé de l'enfant qui est en jeu, là, son équilibre psychique, les parents ne sont pas prêts à aller faire une analyse qui va leur coûter les yeux de la tête, et ils ne sont pas dans cette mouvance-là, mais parler pour aider leur enfant, oui, beaucoup de mères étaient capables de le faire ça. Et elles trouvaient ça formidable d'ailleurs. Elles venaient, je ne disais pas que c'était une analyse, je disais, venez, on parle de l'enfant. Alors d'abord, on parlait de l'enfant, jusqu'au moment où je disais, et vous, quand vous étiez enfant, ça se passait comment? Et hop, on embrayait sauvagement sur une psychanalyse. Pourquoi pas? C'était le meilleur moyen de faire avancer et la mère et l'enfant. Parce que quand la mère analyse ce qui s'est passé dans son enfance, automatiquement, ça modifie son rapport avec son enfant. Elle se rend compte qu'elle reproduit certains comportements de sa mère, etc. Donc il y a là des bords de la psychanalyse pour certains dogmes, parce que c'est pas pour tous les analystes comme ça, mais là où j'ai travaillé par exemple et où je me suis fait virer pour ça, il était hors de question de prendre des parents en analyse. Je ne l'ai pas vu qu'à cet endroit-là, hein. Il y a plein d'endroits où c'est comme ça. Mais il y en a d'autres où c'est permis. Comme quoi, les dogmes, hein, c'est très relatif. Moi, je ne suivais pas un dogme ou un autre, je faisais ce qui me semblait utile pour les gens. Et il m'arrivait que l'enfant, au premier entretien, je m'arrange toujours pour avoir un moment avec l'enfant tout seul, sans ses parents. Et à ce moment-là, j'essaie de faire parler un peu l'enfant, de lui demander à lui qu'est-ce qu'il en pense de ce qui ne va pas dans sa vie. Et je lui demande s'il a envie de me revoir, s'il a envie qu'on se voit régulièrement. Je dis pas tu veux engager une psychanalyse, hein, c'est pas le vocabulaire des enfants. Et souvent j'obtiens un oui, mais souvent c'est un oui de circonstance. Parce qu'ils savent que leurs parents veulent qu'ils fassent ce travail-là, donc ils n'osent pas dire non. Mais ça fait rien, je fais avec. Hein. Et quand je les verrai seuls, petit à petit, ils prendront leur propre parole et leur autonomie. Mais quand ils me disent non, c'est arrivé. Et plus d'une fois. Quand ils me disent non, je ne veux pas continuer avec vous, non. Dans ce cas-là, je dis aux parents, voilà, moi je n'engage pas d'analyse avec un enfant qui ne veut pas venir à l'analyse. Mais je disais, mais si vous, puisque vous avez une demande, puisque vous êtes venu me trouver, si vous avez une demande, je veux bien vous entendre. Le père, la mère, les deux, ou celui des deux qui veut. Parce que, autre dogme, on ne prend pas les membres d'un couple en analyse. On en prend un, mais pas deux. Ben oui, mais quand c'est les parents de l'enfant, il m'est arrivé de recevoir et le père et la mère. C'était assez rare que les pères s'impliquent. Il faut bien reconnaître. Et quand je voyais comme ça les 2 parents ou l'un des parents, là aussi, ils me parlaient de leur enfant, je les amenais à parler de leur propre enfance, et je les incitais à être à l'écoute de leur enfant. C'est-à-dire, je leur demandais de me parler de comment ça se passe avec l'enfant, et je me rendais compte que, le plus souvent, c'est comme ça, ils n'écoutaient pas leurs enfants. Alors, la grande plainte des parents, c'est « ils ne m'écoutent pas ». Je rétorquais en général « est-ce que vous l'écoutez, vous ?»« Ah mais oui, moi je l'écoute. Dites-moi quelque chose qui vous a raconté là récemment. »« Ah je sais pas, là, ça me vient pas là. » Bon, quand ça vous viendra, vous m'en parlerez, hein, parce que c'est important ce qu'ils racontent. Ainsi, dans l'analyse des parents, je les incitais à être à l'écoute de leur enfant. Donc à être les analystes de leur enfant. Et je leur disais même
quelquefois, quand ils n'arrivaient pas à le faire parler, que l'enfant était particulièrement enfermé, ou je sais pas, mais jouer avec lui et essayer d'analyser ce qui se passe dans le jeu. Faites-lui faire un dessin, et ne vous contentez pas de dire « Oh, le beau dessin, on va l'accrocher sur le frigo », mais demandez-lui ce qu'il a dessiné. Que signifie chaque élément du dessin? Je les incitais à faire le psychanalyste de leur enfant. Et là, on est bien dans le cadre de la famille. Mais c'est comme ça que ça pouvait aller mieux. Parce que s'ils continuaient à faire leur analyse, les parents, sans jamais être à l'écoute de leur enfant, c'est pas comme ça que l'enfant allait aller mieux. Hein? Parce que des fois, j'ai vu le cas, des parents me parlent beaucoup, comprennent les bienfaits de la parole, mais n'arrivent pas à comprendre qu'ils pourraient faire autre chose que parler à leur enfant. C'est comme ça, on parle à l'enfant. On lui dit, viens ici, mets-toi là, fais ton lit, range ta chambre, fais tes devoirs. On lui raconte des histoires, mais on ne l'écoute pas. Et c'est ça qui fait le problème. Quand les enfants ne font pas leurs devoirs, ou sont dysorthographiques, dyscalculiques, disent tout ce que vous voulez, pas la peine d'aller voir l'orthophoniste. On peut y aller si on veut, si on n'a pas trouvé d'autres solutions. Mais c'est essentiellement dans l'écoute. Et il y a des orthophonistes qui font très bien leur boulot, parce que justement, elles ont compris qu'il s'agissait moins de faire des exercices de blabla-blabli que de se mettre à l'écoute de l'enfant comme des psychanalystes, sans dire qu'elles faisaient de la psychanalyse. Parce qu'il y a des tas d'orthophonistes qui ont fait des analyses et qui finissent par bosser comme ça. Je parle pareil pour les psychomotriciens et des éducateurs, différentes personnes qui s'occupent des enfants. Vous voyez les limites de la psychanalyse, entre psychanalyse et psychanalyse sauvage, comme ça peut varier, comme ça peut être flou. Comme on peut voir les choses sous différents points de vue, et de préférence des points de vue de moins en moins dogmatiques. Je ne suis pas en train de prôner la psychanalyse sauvage. Je suis en train de dire, voyez toutes les choses qui se passent, et qui font que des fois ça va pas et des fois ça va mieux, et que chaque fois qu'on peut favoriser la parole et l'amour, mais ça se commande pas, mais quand on commence à s'intéresser à l'autre, c'est comme ça que l'amour y vient. Ou quand on est amoureux de quelqu'un, c'est comme ça qu'on s'intéresse et que ça met en jeu la parole. Par amour, je dis ça par pudeur, sachant qu'en dessous, il y a toujours du désir sexuel, même à l'égard des enfants. Et c'est là qu'il faut d'autant plus respecter le non-passage à l'acte. Mais c'est pas parce qu'il y a un non-passage à l'acte prévu dans la loi qu'il ne faut pas en analyser le désir, qui, lui, est hors la loi. Tout le monde le sait, c'est le plus souvent comme ça que ça marche le mieux, le désir. C'est quand c'est dans des situations de tromperie, des situations où on risque d'être surpris, des situations condamnables, que le plaisir est le plus grand. Peut-être pas pour tout le monde, mais quand même souvent. Alors il y a cette règle-là à respecter, le non-passage à l'acte. Est-ce un passage à l'acte si, d'une connaissance, par exemple, ça m'est arrivé, une connaissance, pas vraiment encore une amie, mais se met à me parler, et à un moment, je dis mais il semble que vous ayez très envie de me parler, là, je vous propose de vous prendre en analyse, parce que ça, je le garde pour moi, l'explication, parce que ça risque encore de faire comme avec cette personne très belle avec laquelle j'ai eu une aventure, et qui me prenait pour son analyste gratuit. Et quelquefois, ça a marché. C'est-à-dire, la personne est venue effectivement en analyse avec moi. Ça clarifie un peu les choses. Mais je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je ne dis pas non plus que c'est ça qu'il ne faut pas faire. Parfois, ça peut se faire. Si les circonstances s'y prêtent. Comme par exemple pour analyser le mari et la femme. Ça m'arrive, je le fais. Et je dois dire que les fois où je l'ai fait, ça a été avec un très grand succès, et pour le mari, et pour la femme. Bien entendu, je suis une tombe, je ne fais rien passer de l'un à l'autre. C'est comme si je les avais en analyse totalement individuelle, et le fait qu'ils soient mari et femme, après tout, c'est leur affaire en dehors de l'analyse. C'est comme voir en analyse la mère et l'enfant. Donc les limites, encore une fois, de la psychanalyse, entre psychanalyse et psychanalyse sauvage, n'ont pas à être fixées par des dogmes, en gardant simplement ce simple interdit
du non-passage à l'acte, du non-passage à l'acte sexuel, hein, c'est bien ça que je veux dire. C'est pas passer à l'acte que de prendre quelqu'un en analyse. Évidemment, quand Lacan passe tout un an à parler de l'acte analytique, on est dans la confusion. C'est pas un acte, la psychanalyse, c'est le contraire. On suspend tout acte pour laisser la place à la parole. Je me rappelle même de l'analyse d'un enfant que j'ai faite sans l'avoir jamais vu. Hein? La mère m'avait amené un enfant au CMPP. Il avait quels symptômes? J'ai oublié. J'ai fait une thérapie avec lui. Ça s'est très bien passé. Un jour, la mère est venue toute seule en me disant il n'a plus voulu venir parce que maintenant il va mieux. Puis c'est vrai, je vois bien, il va mieux. Donc je suis venu juste vous dire que là on arrête, quoi. Je lui dis très bien, c'est pas mal. À part ça, qu'est-ce que vous avez à me raconter encore? Il y a d'autres choses dans votre vie qui vont pas bien puisque cet enfant il va mieux. Elle me dit non, tout va bien. Ah si, j'ai mon autre gamin, lui non, il va pas bien du tout, il est daltonien. C'est quoi daltonien? C'est confondre les couleurs. Ah bon? Comment vous le savez qu'il confond les couleurs? On a fait des tests à l'école, on lui a dit qu'il confondait les couleurs. Oui, mais vous, dans la vie quotidienne, comment est-ce que vous vous rendez compte qu'il confond les couleurs? Par exemple, quand il a à faire des cartes de géographie, il me demande mon aide parce qu'il ne sait pas mettre les bonnes couleurs au bon endroit. Vous avez d'autres exemples? Oui, tiens, l'autre jour, je voulais lui acheter des bottes de pluie. Et on était dans un magasin, il avait des bottes aux pieds, il disait je les trouve bien, mais je voudrais une autre couleur. Il avait des bottes roses aux pieds. Et je lui ai demandé mais tu veux quelle couleur? Il a dit bleu. Alors je lui ai dit voilà. Il me dit quoi voilà? Je lui ai dit rose, bleu. Ça vous fait penser à rien? Ah oui, garçon, fille. C'est vrai que quand je l'attendais, j'attendais une fille. J'ai été surprise de trouver un garçon. J'ai dit, voilà. Mais revenez quand même la prochaine fois. Et la semaine d'après, elle est venue et elle m'a dit, quand il m'a demandé de l'aider pour ses cartes de géographie, je lui ai dit, tout te débrouille. Et il s'est débrouillé tout seul et il a très bien mis les bonnes couleurs à la bonne place. Exemple de psychanalyse faite d'un enfant que je n'ai jamais vu, en travaillant avec la mère. Bon. Tout est possible, sauf le passage à l'acte. J'ai parlé des passages à l'acte sexuel, mais le passage à l'acte violent aussi. Interdit de taper sur l'analyste. Et donc interdit de taper sur l'analysant aussi, évidemment. Tout acte, on suspend. Corollaire de la psychanalyse aussi, psychanalyse sauvage, c'est ce que je fais dans mes vidéos quand je raconte mes rêves. Je poursuis mon analyse avec comme analyste le public. Et ça marche très bien. C'est même là que ça a le mieux marché. Parce que mes analystes étant des dogmatiques, pendant 21 ans, ils ne m'ont pas fait beaucoup avancer. Par contre, le public étant moins dogmatique finalement, puisque je ne le connais pas, puisque je ne lui suppose aucun savoir, et bien justement, j'ai pu faire avancer mon analyse de cette façon-là. Et de belle façon. Et puis, autre exemple encore, c'est le colloque que nous avons fait en août dernier à Besançon, qui était essentiellement fait d'échanges de rêves, d'analyse de rêves en public, entre moi et Christine Dornier, où c'était très loin donc des colloques où les gens viennent apporter du savoir, où viennent parler de leurs patients, comme ils disent, pour parler de clinique, comme ils disent. Non, c'était de la psychanalyse en acte. Mais je ne dis pas en acte, c'est pas en acte, c'est de la psychanalyse en parole, en train de se faire. Voilà, de la psychanalyse en train de se faire et en public. Et ça, je pense que ça en apprend beaucoup plus, à la fois sur ceux qui parlent, par ceux qui parlent, et même pour ceux qui écoutent, qui d'ailleurs étaient invités aussi, dans les discussions, à éventuellement raconter des rêves et à les analyser sur place. C'est un mode de transmission de la psychanalyse qui est autre chose que du cours magistral, qui est autre chose que de la transmission de savoir. C'est du savoir-faire en acte. Non, pas en acte. Il faudra que je me débarrasse de ces tics de parole. En train de se faire. Il faudra que je retravaille sur cette question de vocabulaire. Voilà.
J'espère vous en avoir dit assez pour vous faire réfléchir encore une fois, et non pas vous proposer des dogmes nouveaux, mais réfléchir sur ce qu'est la psychanalyse sauvage, et la place que vous prenez en tant que sujet dans la psychanalyse et dans le monde.